Un petit peu comme Minardi, AGS avait un fort capital sympathie, mais ça reste malgré tout une pire équipe. On l'a vu au travers des différents constructeurs qui sont passés dans cette série, la passion ne suffit pas pour réussir en Formule 1. Il faut aussi de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais ce manque de financement n'a pas empêché AGS de tenter sa chance en Formule 1 dans les années 80. Et vous allez voir, l'histoire est vraiment très belle. Ce sont des petits passionnés qui viennent d'un garage dans le Var qui participent au championnat du monde de Formule 1. Et parmi toutes les équipes, toutes les pires équipes que j'ai pu traiter, c'est une de mes préférées. Bienvenue dans ce 16e épisode des pires équipes de l'histoire de la F1. L'épopée AGS démarre avec un homme, un certain Henri Julien. Henri Julien est né le 18 septembre 1927 et son père dirigeait une petite station-service / garage dans le petit village de Gonfaron dans le Var. Après ses études, Henri aidera son père dans la station-service nommée Garage de l'Avenir. Mais en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, la course automobile reprend ses droits et Henri se dirige à Nice pour le Grand Prix de Nice. Remportée par Luigi Villoresi, cette course est un déclencheur pour Julien qui se passionne pour le sport auto. Dans les années 50 et 60, Henri Julien va donc faire quelques petites courses en amateur. Mais attendez, Henri Julien ne s'achète pas tout simplement des voitures pour rouler. Non, il les fabrique. En tout cas, dans un premier temps, à partir de Simca, de petites formules et autres. Il ne sera pas tout seul à les piloter, non, il fait rouler d'autres pilotes. Toujours dans les petites formules comme la Formule France. En 1959, Henri va même participer au Grand Prix de Monaco de Formule Junior avec une Julien Panard. Malgré un rythme bien en deçà des leaders, il boucle la course. Mais après 1959, il arrête de courir avec ses voitures qu'il a fabriquées. Non, il achète vraiment des voitures pour faire la course. Et il continue de faire la course sur plusieurs circuits du sud de la France, tout en continuant de faire rouler des jeunes pilotes en Formule France ou en F3 française. C'est alors qu'Henri Julien décide de passer au cap supérieur. En 1969, Henri décide de créer sa propre équipe de course. Il la nomme AGS pour Automobile Gonfaronnaise Sportive. Et il s'installe dans son garage, le Garage de l'Avenir. Direction la Formule France pour la petite structure varoise. Petite structure qui engage ses propres châssis. AGS est donc un constructeur et la première voiture d'AGS, c'est la JH1 conçue par le mécanicien d'Henri Julien, le Belge Christian Van der Pleijn. Ça s'écrit comme ça, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais si jamais les Belges, aidez-moi en commentaire. En Formule France, les résultats sont bons et naturellement, AGS relève des défis plus grands comme la Formule Renault ou la F3. Et pour le coup, c'est un petit peu plus délicat. Mais est-ce que ça décourage AGS et Henri Julien ? Que nenni. Non, non, direction la Formule 2. Et même pour l'époque, c'est déjà vraiment très beau pour des petits garagistes. Le manque d'expérience et probablement le manque de moyens empêchent la JH15 de briller et ne marque aucun point en 78 et 79. Mais en 80, avec la JH17 pilotée par Richard Dallest, ou Dallé, je ne sais pas, AGS fait un bond en avant. Les Français ne marquent pas seulement des points, ils remportent 2 épreuves, la première à Pau et la deuxième à Zandvoort. Dallé termine 6e du championnat. C'est un peu plus compliqué en 81 où il faut attendre les 2 dernières courses pour que Dallé décroche 2 top 5 avec la nouvelle JH18. Changement de pilote pour 1982, il n'y a plus seulement une voiture, il y en a 2. Dites bonjour à Pascal Fabre et à Philippe Streff. Streff décroche 2 podiums, à Truxton et à Manthorpe Park, et Fabre en décroche 1 à Vallelunga. 6e du championnat pour Philippe Streff et AGS ne lâche pas, et en 83, ils font encore mieux. Fabre est remplacé par Balabio, mais c'est toujours Streff qui porte l'équipe. Le Français décroche 4 podiums dans les 5 dernières courses et prend la 4e place du championnat. Le titre fait évidemment rêver l'équipe. Streff porte toujours l'équipe française pour une 3e saison. Il est le seul des 3 pilotes AGS à marquer des points et décroche même la victoire à Brands Hatch. Et il termine de nouveau 4e du championnat. Mais il y a un problème pour AGS en 85, la Formule 2 s'arrête, place à la F3000. Catégorie qui devient internationale contrairement à la F2 qui était européenne.
Donc ça, plus des voitures plus radicales, plus poussées, fait que les prix augmentent. Mais c'est la suite logique pour AGS, donc ils y participent. Et les résultats sont plus compliqués qu'en F2. Streff, oui, toujours lui, décroche seulement un podium en fin de saison sur l'Österreichring. Bon, pas de doute, AGS a senti la facture augmenter. Alors, Henry se fait une petite réflexion. Quitte à payer quasiment autant qu'en Formule 1, autant aller en Formule 1. Pas con. La Formule 1, ça reste malgré tout plus cher que la F3000 et un petit peu plus complexe. Mais bref. Remettons un petit peu les choses dans son contexte. On parle d'un homme qui a aidé son père dans un garage familial dans un village dans le Var et qui a découvert le sport auto à 19 ans. Après, il s'est lancé timidement dans le sport auto et 40 ans après l'avoir découvert, son équipe entre en Formule 1. L'histoire est belle. Si les châssis AGS continuent de tourner en F3 avec des équipes privées, dans le Var, au garage de l'avenir, on est en train de préparer la JH21, la première Formule 1 de AGS. Vous voyez Woking? Le QG de McLaren, c'est grand, c'est beau, c'est luxueux, ouais, c'est un QG digne d'une équipe de Formule 1. Maintenant, vous voyez le feu vert qui est à côté de chez vous, ou l'autodistribution, voilà, ou l'autovision, peu importe. Ouais, ben AGS, ils étaient là-dedans. Et même si avant les Woking c'était pas pareil, c'était quand même une grosse structure. Hein. Donc AGS dans vraiment un petit garage contre des mastodontes Ferrari, McLaren, Williams, Lotus. Il y a quand même un sacré décalage. Bref, AGS ne vient pas non plus la fleur au fusil et s'associe avec plusieurs groupes. Et j'aurais aimé vous dire que les groupes qu'ils ont trouvés étaient français, mais aucun n'a voulu les soutenir. Pourtant, avec un petit peu de courage, t'arrives à faire des trucs vraiment sympas. Mais bref, ce sont des groupes italiens qui s'associent avec AGS. Ainsi naît Joli Club AGS. Ivan Capelli devient le premier pilote de cette nouvelle équipe. Christian Van der Plein a recyclé certaines pièces des anciennes Renault RE60 et se greffe dans la voiture française en moteur V6 Motori Moderni. L'histoire de cette équipe démarre à Monza en fin de championnat 1986 et quand il débarque dans le paddock, il ne passe pas inaperçu. Vous voyez Rasta Rocket, quand les Cals jamaïcains ils arrivent pour la première fois à Calgary pour participer aux Jeux Olympiques, vous voyez comment ils sont regardés, comment vraiment ils détonnent dans l'ambiance. Mais c'est un petit peu pareil pour AGS parce qu'ils sont que 10 dans l'équipe. Sans compter le pilote, bon allez, 11, voilà, ils sont 11. Dans la team Le Circuit, on est plus nombreux. Et là, vous allez me dire, mais c'est une autre époque, et vous avez raison, aujourd'hui on peut plus faire comme ça. Mais dans les années 60, ce serait normal. Mais à partir des années 70, la Formule 1 s'est vraiment professionnalisée, et le sport auto en général. Du coup, ça détonne vraiment dans les années 80. Un bel anachronisme qui ne m'inspire pas du mépris, mais du respect. Vous savez pourquoi ? Parce que quand tu viens à 10 pour disputer une manche de championnat du monde de Formule 1, tu peux pas dire que t'es pas passionné. Prenez-en de la graine, Audi, Porsche, là, plutôt que de faire les frileux. Bref, on peut s'attendre à un désastre, mais pourtant, pas vraiment. Ivan Capelli mit les deux Osella derrière en qualif et fera 31 tours. Certes, en fond de grille, avant d'abandonner pour crevaison. Après, ils ont failli ne pas partir pour la course parce que le dimanche matin, lors du warm-up, ils ont cassé le moteur. Et du coup, c'est Minardi qui utilisait aussi des moteurs V6 Motori Moderni qui leur ont prêté un moteur. Au Grand Prix suivant au Portugal, AGS participe à sa deuxième et dernière course de la saison 86, avant d'arriver vraiment en Formule 1 en 87. Cette fois-ci en qualif, c'est Rottengatter sur Zach Speed et Alan Berg sur Osella que Capelli parvient à battre. Mais le drapeau à damier n'est toujours pas franchi, Capelli abandonne durant la course à cause d'un problème de transmission. Bref, passons à 87. Bon, y a-t-il vraiment quelque chose à espérer pour cet ovni de la Formule 1? À vrai dire, ils sont pas mal. Et c'est vrai qu'au vu de leurs finances, ils ne pourront pas jouer les victoires, ni même les podiums, ni même les points à la régulière, ni même le top 10, ni même le top 15 à la régulière. Mais il y a du savoir-faire, et même si la situation n'est pas des plus faciles, l'équipe espère remplir ses objectifs pour 87. Des objectifs qui se veulent à la fois réalistes et optimistes. C'est Henri Julien qui les donne d'ailleurs, se qualifier un maximum de fois et marquer quelques points. Ce qui est possible avec des circonstances de course favorables, et je rappelle qu'à l'époque il y avait pas mal de soucis de fiabilité. Mais bon, on ne va pas se le cacher, ces objectifs font rire certaines équipes plus fortunées. Bref, la nouvelle JH22 sort des ateliers, ou plutôt de l'atelier de Gonfaron.
Les moteurs atmosphériques, prohibés en 86, sont de retour et c'est avec un moteur Ford Cosworth qu'AGS va rouler. Pascal Fabre remplace Ivan Capelli parti chez March. Et vous savez quoi? AGS surprend. Elle se qualifie à presque toutes les courses et voit souvent le drapeau à damier grâce à sa belle fiabilité. Pascal Fabre termine même 2 fois 9e en France et en Grande-Bretagne. Pascal Fabre est méritant, mais il y a un souci. En fin d'année, le Français n'a plus de budget. Et au vu de la situation financière de l'équipe, AGS ne peut pas lui faire de fleurs. Surtout que les 2 dernières courses sont aux antipodes. Le Japon revient au calendrier et ensuite c'est l'Australie. Il faut donc trouver un pilote. Et vous le connaissez ce pilote. Il est brésilien. Il a toujours dû se battre pour réunir les budgets. Jamais trop riche et il n'a jamais pu prétendre à des beaux baquets en Formule 1. En tout cas, très rarement. Il a surtout évolué en fond de grille. Et pourtant, il avait un sacré coup de volant et c'était un excellent metteur au point. Oui, Roberto Moreno. Lui qui en 82 avait dû remplacer chez Lotus Nigel Mansell blessé. Inexpérimenté, le Brésilien ne réussira pas son intérim. Mais 5 ans plus tard, AGS lui donne une seconde chance et Roberto va montrer à la F1 qu'il a le talent. À Adélaïde, bien que qualifié 25e, Roberto va remonter jusqu'à la 6e place et offrir à AGS son premier point en F1. Les objectifs d'Henri Julien sont remplis, faisant au passage fermer certaines gueules qui se moquaient d'eux en début d'année. Bravo! Comme quoi, les risques payent, surtout qu'à la base, AGS ne devait même pas faire la tournée aux antipodes. Il n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, du coup c'était vraiment un pari. Il fallait oser. Et cette 6e place va permettre à AGS de trouver un sponsor. Bouygues, et l'arrivée de Bouygues va permettre à l'équipe de s'agrandir avec un atelier plus grand, avec un petit peu plus de matériel et plus de personnel. AGS repart d'une feuille blanche et sort de son nouvel atelier une JH23. C'est un nouveau chapitre pour l'équipe qui retrouve Philippe Streiff. La voiture est plus performante qu'en 87 et Streiff se qualifie à chaque course et même régulièrement dans le top 10. Le problème maintenant, c'est la fiabilité. Dommage, quand on voit des qualifications 10e ou 11e, on se dit que les points sont jouables. Encore, si c'était que ça, si ce n'était qu'un souci de fiabilité, AGS pourrait rebondir en 89. Mais il y a un autre souci. Des soucis financiers provoqués en grande partie par Bouygues qui ne tient pas tous ses engagements. La santé financière de l'équipe en prend un coup et Henri doit même vendre ses parts. De Rouvre, les nouveaux propriétaires doivent alors renier sur la qualité au profit de la quantité. Autrement dit, aligner une 2e voiture pour permettre à un pilote payant de rouler. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. À quelques jours du premier Grand Prix de la saison au Brésil, à Jacarepaguá, AGS avec d'autres équipes participe à des essais privés. Malheureusement, Philippe Streiff est victime d'un bris de suspension qui l'envoie en tonneau à plus de 220 km/h. Un accident extrêmement violent qui rend le Français paraplégique. Une triste fin de carrière pour le Français. Et ce qui est terrible, c'est que Philippe Streiff aurait pu s'en sortir si les équipes médicales n'avaient pas été aussi brusques. Bref. La saison 89 d'AGS est donc compliquée. Gabriele Tarquini parvient malgré tout à faire de bons résultats en début d'année. Il parvient même à amener sa JH23B à la 6e place du Grand Prix du Mexique. De l'autre côté du garage, Joachim Winkelhock n'y arrive pas. AGS place beaucoup d'espoir en la JH24, mais celle-ci n'est pas compétitive. Winkelhock est remplacé par Yannick Dalmas, mais aucun des 2 pilotes ne parvient à se qualifier. Mais ce n'est toujours pas fini pour cette équipe. De Rouvre, les nouveaux propriétaires depuis qu'Henri Julien a cédé ses parts, font du remaniement en interne pour 90. Le tout avec un nouveau sponsor qui donne un petit peu plus de marge à l'équipe. Mais d'après les aveux de Hugues de Chaunac, nouveau directeur technique, l'équipe est divisée. Les ambitions ne sont pas les mêmes et cela empêche AGS de sortir du pétrin. Bilan de la saison 90, l'équipe est passée à côté de sa dernière chance. Ces querelles internes ont en quelque sorte condamné son avenir. Les qualifications sont rares et les points inaccessibles. Seul motif de satisfaction, la 9e place de Yannick Dalmas en Espagne, comme une victoire pour l'équipe. Mais ça ne suffit pas à convaincre le sponsor qui quitte le navire. Les mesures sont désespérées pour 91, l'ultime saison de l'équipe. La JH25B est moins bonne que la version précédente. Les qualifications sont difficilement franchissables, de même que certaines préqualifications. Seulement 3 départs pour Gabriele Tarquini, qui termine malgré tout 8e aux États-Unis, la première course de la saison.
De Rouvre vend la boîte en milieu d'année à des Italiens qui vont tenter le tout pour le tout. Une nouvelle JH27 qui ne fonctionne pas. Des pilotes qui vont et viennent, mais rien n'y fait. Une rumeur les voit s'associer avec la Rousse, mais AGS n'a rien à mettre dans cette nouvelle association. En faillite totale, cette équipe ne fait pas le déplacement au Japon et en Australie. Dommage que ça se termine comme ça, parce que sans argent, ils ont quand même eu du courage et ils ont forcé le respect à tout le paddock. L'aventure AGS s'est terminée en Formule 1, mais AGS est toujours en vie. Ils se reconvertissent dès 92 en proposant des stages de pilotage haut de gamme. Et ouais, ils ont du matos à disposition avec leur Formule 1. Puis au fil des années, ils ont racheté d'autres Formule 1 pour les proposer aux stages. Malheureusement en 2013, AGS perd son fondateur Henri Julien qui décède le 13 juillet à l'hôpital de Hyères. Lui qui a vécu jusqu'à la fin de sa vie au-dessus de son garage de l'avenir. Je trouve ça magnifique. Et vous savez quoi ? Je trouve que cette histoire est vraiment frustrante tellement elle est belle. Digne d'un film, ils n'avaient rien et pourtant ils ont tenté le coup. Et ça a failli marcher. C'est ça qui est frustrant. Ils auraient pu décoller. Imaginez avec un petit peu plus de fiabilité en 88 qui leur aurait permis d'accrocher quelques points et donc d'attirer de nouveaux sponsors. Puis avec des décisions moins précipitées et un petit peu plus de chance. Oui, ils auraient pu renverser la situation et grandir convenablement pour s'installer en sport auto. Peut-être pas en Formule 1, mais en sport auto. Contrairement à des guignols qui arrivent en Formule 1 avec un portefeuille énorme et un melon énorme et qui repartent ridiculiser la queue entre les jambes, AGS a vraiment été solide et pas ridicule pour une pire équipe. Respect. Mesdames et messieurs, on arrive au bout de cette vidéo sur AGS. Je vais clôturer assez rapidement parce que je meurs de chaud, que j'en peux plus. J'ai la gorge éclatée, bon, on en termine rapidement. Surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo et activer la cloche. 5 gestes importants, vraiment faites-le, c'est hyper important, donc allez-y, hein, ça prend une seconde et c'est gratuit. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Discord, Facebook, Twitch et la piste. Je crois que j'ai dit dans le bon ordre pour une fois. L'ordre d'affichage, tous les liens en description, hein, soyez curieux, allez voir, mais surtout, n'oubliez jamais le plus important. Oh, j'ai avalé quoi là? Une mouche? C'est horrible. Non, pas une mouche, j'aurais vu, je sais pas, on s'en fout. N'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les pires équipes. À la prochaine. Oh, putain! On m'a agressé. J'ai plus de gorge, en plus. Voilà, il fait chaud. Je sais pas comment vous le voyez, en fait, d'attendre qu'il se passe quelque chose à la fin de la vidéo pour seulement voir un mec en train de boire. Des bisous.